Là, il est grand ce bâtiment. Hein. Bah ils sont grands hein. Ouais, à fond. Ce coin, il est absolument fou. Moi, je cherche pendant 20 minutes. Le cadreur prend sa truelle pendant 5 minutes et qu'est-ce qu'il trouve? J'ai même pas utilisé la truelle. J'ai juste marché, c'était dur du coup. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur le terrain. On part à la découverte de sites archéologiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ont des petites particularités et on commence avec un site, ma foi, tout à fait surprenant. Vous allez voir, ça va être cool, c'est parti. Pour ce premier épisode, je me rends dans la vallée de la Bruche, en Alsace. Accompagné de mon frère Julien et de sa caméra, nous rejoignons François. François, c'est un ami de longue date que j'ai rencontré sur les bancs de la fac. Aujourd'hui, il est doctorant et président d'une association d'archéologie locale, le GRAB. Régulièrement, le GRAB organise des prospections et interventions archéologiques pour découvrir, inventorier et protéger les sites de la vallée. Pour ce premier épisode de Sur le terrain, il a accepté de m'emmener sur un site absolument inédit et qui va peut-être bousculer un peu votre vision de l'archéologie. Je crois qu'on a un premier truc à aller voir. C'est parti ? Ouais. Let's go. Alors François, raconte-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'arbre bizarre abattu Bah du coup c'est un chablis, donc c'est juste un arbre qui s'est renversé, puis ça a retourné des couches de terre comme tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve plein de matos dedans. Si tu regardes un petit peu là, ce genre de truc. Le chablis, c'est les mines d'or d'information pour les archéologues en prospection. Exactement. Parce que ça retourne toute la terre et forcément il y a plein de vestiges qui remontent. Et quels donc sont ces vestiges ? Ça fait apparaître tous les niveaux archéo. Et ça par exemple, au début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ressemble à un fer à cheval mais c'est vraiment tout petit. Donc on se demandait qu'est-ce que ça pouvait être. Un fer à poney ? Ouais, exactement. Et en fait c'est tout simplement un fer de godasses, parce que les soldats de la Première Guerre, parce que ce sont des fers de godasses de soldats de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et ben, ils ferraient leurs talons avec ça. Et donc on en trouve plein. Donc soit c'est un stock de fer à chaussures, soit c'est carrément des chaussures qui se sont décomposées sur place, quoi. Et oui, nous sommes sur un site de la Première Guerre mondiale, une période à laquelle se confrontent les archéologues depuis les années 90. Au début, ces vestiges étaient considérés comme encombrants, une sorte de mal nécessaire et inévitable à traverser pour atteindre les couches plus anciennes et plus profondes. Mais avec le temps, l'archéologie de la Grande Guerre est devenue une discipline à part entière, permettant notamment de mieux cerner la vie quotidienne des soldats. Pour l'anecdote, dites-vous que l'archéologie médiévale a connu le même cheminement. Au début, on s'y intéressait beaucoup moins, puisqu'on considérait le Moyen-Âge comme une période trop récente. Cela étant dit, revenons sur le terrain et tâchons de comprendre plus exactement à quoi nous avons affaire. Ce qui est intéressant, c'est que là, on sait que tous les vestiges qui ont été retournés, ils étaient ici sur place, et ça nous renseigne peut-être le fait qu'ils soient à cet emplacement précis sur ce qu'il y a en dessous, potentiellement. Oui, bah, carrément, ouais. On regarde, la zone est à peu près plane. Alors, bon, c'est des sols plans en forêt, il y en a plein, hein. Mais c'est assez plat, et surtout le matos qu'on trouve là, on trouve du verre à vitre. Ah oui. Par exemple. Et là, il y a des éléments de construction, tu vois. Ça, je sais pas exactement ce que c'est pas une tuile, c'est un peu trop gros, mais une sorte de brique. Et ça, c'est du verre à vitre ? Ça, c'est du verre à vitre, c'est ultra fin en fait. Parce que c'est tout plat, tu vois. Bah, justement, c'est comme le simple vitrage qu'on a dans les vieux apparts en ville, c'est exactement ça. D'accord. Ces éléments suggèrent qu'un bâtiment s'élevait à cet endroit. Un bâtiment lié à la sphère militaire. Par exemple, une baraque. Pour s'en assurer et comprendre la nature profonde du site, François a réalisé un travail d'archive qui a confirmé ses premières impressions. Ici, à peine 5 km en retrait du front, se trouvait un camp militaire allemand. Un camp dont le nom est mentionné dans certains documents, mais qui n'apparaît ni sur les cartes du renseignement français, ni allemand. En somme, un camp militaire dont tout reste à découvrir. Ici, on est sur un autre emplacement de baraque, mais celui-là est particulièrement visuel, je trouve qu'il se voit très bien. On a les angles qui sont relativement bien conservés et en tout cas, on voit bien que l'emplacement a vraiment créé une rupture dans la pente. Hein, on voit que ça a été travaillé par l'homme. Donc encore une fois, il faut imaginer qu'il y a une centaine d'années, ici, il y avait une baraque de soldats, ou
un stock, je ne sais pas, mais en tout cas un bâtiment de ce camp de la Première Guerre mondiale. Et là, François est en train de gratter de nouveaux chablis et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises au niveau du matériel. On va aller voir ça. Une nouvelle cartouche de masque à gaz. Ouais, mais beaucoup mieux conservé, tu vois. Il y a encore le système pour le visser au masque. C'est vraiment une... C'est génial. Et juste en dessous, là, c'est une belle partie bête. du masque ou Alors ça, je pense que c'est une chaussure tout simplement. une chaussure. Tu vois, il y a encore les emplacements de la couture là. Ah oui, d'accord. Et justement là, Ah ouais, effectivement. je sais pas si c'est la suite. Oui, c'est la Oh suite. putain. Voilà, nous avons trouvé une chaussure. Hein. Est-ce que c'est une chaussure de la Première Guerre mondiale? Et je me demande, hein, Je viens de l'autre côté. c'est vraiment Il y a un ouf. petit talon Et justement, il y a le talon, Ouais. le fameux talon. Avec le fer, là on le voit, Ah ouais. il est un peu caché par les restes de cuir. Mais... Joli. Et les clous devant là, superbe. Et juste en dessous là. Vous le voyez, le mobilier archéologique est abondant. Pourtant, ce site dont l'histoire reste à écrire est menacé. Alors avant de passer à la partie la plus ouf de la vidéo, je dois vous expliquer pourquoi. Un site archéologique, c'est comme une scène de crime. Une scène de crime où tous les indices sont importants, qu'il s'agisse d'objets ou de structures. Or, deux grands dangers suppriment progressivement ces indices. La nature, avec le temps, recouvre et dissout les sites. Quant à l'homme, il continue à vivre, aménage son territoire, exploite les forêts. Autant d'actions susceptibles de mettre à mal nos indices. De même, il arrive que des passionnés, sans mauvaises intentions, ramassent des objets pour leur collection personnelle, sans se douter qu'ils privent la science d'une information précieuse. Car l'ensemble du mobilier archéologique doit être présent dans son contexte d'origine pour assurer la meilleure compréhension possible du site. Les concentrations d'objets vont révéler des zones d'activité particulières, etc. Ainsi, sauvegarder les informations archéologiques relève de la course contre la montre. François n'a donc pas tardé à demander au service régional d'archéologie l'autorisation de prélever et d'inventorier les vestiges retournés par les Chablis, avant qu'ils ne soient détériorés ou pire, disparaissent. Ce qui nous amène à la partie la plus riche en découvertes de cette vidéo. Là c'est assez ouf, parce que le vestige qu'ils viennent de trouver, c'est quand même magnifique. Tu appelles ça pelle de tranchée? Pelle de tranchée, ouais, c'est le nom officiel. Ça s'émiette totalement. Ouais. Les morceaux d'oxyde là où ils étaient. C'est là qu'on se rend vraiment compte qu'entre le niveau archéologique de la Première Guerre et le niveau sur lequel on marche, il n'y a pas de différence. Non, c'est exactement le même. Attention! Est-ce que vous l'avez vu? Il est juste ici. Petit morceau de masque à gaz, encore une fois, en cuir. Voilà. On voit un petit peu la forme d'ailleurs, hein, ici. Alors, je viens juste en marchant de trouver ça. Je me suis demandé si c'était pas un fragment de masque à gaz, et j'ai la réponse, puisque juste à côté, j'avais ceci. Donc effectivement, c'est probablement, encore une fois, un masque à gaz. Il y en a vraiment plein sur le site, il n'y a qu'à se baisser pour en trouver, en fait. Là, ce coin, il est absolument fou. Celle-là, elle est sympathique, hein. Je sais pas ce qui est... Je sais pas quel est cet élément là qui est accroché, mais... La première étape de la prospection fut de vider les Chablis et de mettre les objets en sac. Mais attention, sans les mélanger. Chaque sac était numéroté et réservé à un Chablis particulier. Quant aux objets trouvés à même le sol et soumis aux intempéries, eux aussi furent mis en sac et laissés sur place dans un premier temps, cela étant capital pour l'étape suivante. Au passage, le terrain nous réservait bien d'autres découvertes que les objets, plus discrètes, réservées aux yeux expérimentés, mais tout aussi intrigantes. Moi je cherche pendant 20 minutes, le cadreur François Truel pendant 5 minutes, et qu'est-ce qu'il trouve? J'ai même pas utilisé la truelle. J'ai juste marché, c'était dur du coup. Le sol sur lequel nous marchons, et qui pourrait sembler banal, n'est autre qu'une couche archéologique. Plus précisément, une couche de démolition. Un amas de décombres mêlés à des sédiments, vestiges d'un bâtiment détruit. Un peu plus loin, François découvrira également une structure archéologique en place, un trou de poteau, avec des pierres de calage. Là encore, le possible emplacement d'un bâtiment. Tous ces éléments purent être enregistrés au cours de la seconde étape de cette journée de prospection. Écoutez bien, c'est la plus méconnue, et pourtant, la plus importante.
Vous l'avez compris, séparer un objet de son contexte détruit 70% de l'information archéologique. Alors le plus important dans cette journée fut d'enregistrer la localisation des vestiges, qu'il s'agisse d'objets ou de structures, avec une précision à 3 ou 4 cm près. Pour ça, l'emploi d'un tachéomètre fut nécessaire. Et ce fut également l'occasion de redécouvrir l'emplacement de certains baraquements. Là, il est grand ce bâtiment. Hein. Bah ils sont grands hein. Ouais, à fond. Du coup là on va passer au bâtiment suivant. Bâtiment 2. Alors là, François est en train de prendre un point, précisément l'angle d'une baraque, et il se voit tellement bien. On va vous montrer ça. Juste ici, l'angle, on voit très bien cet angle. Puis il faut imaginer ici une baraque, comme on a vu dans le précédent extrait. Hein. Sauf que là, on relève tous les points afin de cartographier le site et avoir une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler dans le passé. C'est un travail d'enquête, il faut repérer les indices sur le terrain. Enregistrer l'emplacement des baraquements, sonder l'échabli, prélever le mobilier archéologique, le placer sur le plan. La journée fut chargée. Pour François, ce ne fut pourtant que le début d'un long travail d'analyse qui confirmera peut-être à terme son interprétation du site. Selon lui, ce camp placé en retrait aurait servi à assurer la liaison avec le front. Des soldats y auraient transité avant d'aller en première ligne, d'autres y auraient pris un peu de repos, loin des combats, avant de retourner au casse-pipe. Quoi qu'il en soit, c'est là un site inédit et très intéressant qui m'aura permis de vous parler un peu de la Grande Guerre, et surtout de vous présenter quelques méthodes de l'archéologie. Des méthodes à mon goût trop méconnues et trop peu médiatisées, sur lesquelles circule un bon paquet d'idées reçues. Alors, vous l'avez compris, comme toutes les sciences, l'archéologie est soumise à des protocoles très stricts, élaborés pour sauvegarder un maximum d'informations sur le passé. Mais, avez-vous deviné le gros avantage de cette discipline par rapport aux autres sciences? Non? Bon, allez, un indice. La plupart des archéologues que vous avez vus à l'œuvre dans ce reportage ne sont pas des archéologues. Et oui, contrairement à pas mal d'autres disciplines, l'archéologie n'est pas fermée aux amateurs. Bénévoles et passionnés peuvent participer à la recherche. Au GRAB, ils sont formés directement sur le terrain, par les archéologues présents ou par François. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le GRAB ou toute autre association de votre région qui organise ce type d'événement. Pour le GRAB, je vous ai mis toutes les informations en description. D'ailleurs, si cet épisode en collaboration vous a plu, pensez à nous le faire savoir parce qu'on a largement de quoi remettre le couvert. Alors, ça dépend de vous, on attend vos retours. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Le but, c'est vraiment d'aller sur le terrain, découvrir des sites qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont menacés, et surtout vous montrer comment ça se passe, comment on construit la recherche. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le commentaire qui sont très importants pour le référencement. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas, gros poutou. Ciao!